Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Il y a une très grande diversité de services financiers, on arrive à s'adapter à n'importe qui en France, sauf aux musulmans. Il n'y a rien qui est proposé pour les musulmans. Et à chaque fois qu'un musulman veut se créer un patrimoine, veut acheter une maison ou veut financer les études de ses enfants, c'est toujours le parcours du combattant. Alors que pour un monsieur lambda, ce sera une commodité. On va juste voir quelques banques, on fait 2-3 simulations et on prend la solution qui est la moins chère. Et nous, in fine, c'est ça notre mission. C'est de pouvoir donner une réponse islamique à n'importe quel besoin financier de tout musulman en Europe. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Écoute, Hicham, déjà je te dis salam alaikum, bienvenue sur le podcast Muslim Makers. Wa alaikum salam. Ravi d'être invité dans ce podcast que je suis. Donc, je suis super content d'être là parce que je te connaissais je pense que depuis les débuts. Ah ouais. J'ai vu pas mal de confrères passer sur le podcast et puis j'ai bien aimé le concept. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui manquait à la communauté. Donc, je suis vraiment ravi d'être ici. Je te remercie. Écoute, c'est un plaisir de t'accueillir. Moi aussi, je te suis depuis un petit moment déjà. Ça doit faire peut-être 1 an ou plus. Ouais, je vois beaucoup de messages sur LinkedIn. Je crois que je suis abonné à la newsletter aussi. Quand on fait un projet dans la finance, surtout quand on veut créer une néobanque ou une banque, enfin une néobanque en l'occurrence, il y a beaucoup de travail, de tâches à faire dans le background. Enfin, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire dessus, quoi. Ça avance vraiment tout doucement. Mais c'est un travail vraiment énorme à faire pour préparer le projet, quoi. Ouais, c'est assez. Ça prend beaucoup de temps dès les débuts du projet, surtout que ce projet, il a été un petit peu lancé. Je l'ai lancé, j'étais tout seul. Je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie de lancer ça. J'ai eu une discussion avec un ami, une personne que je connaissais pas, qui est devenu un ami, qui est aussi entrepreneur et qui est devenu un des investisseurs. Et qui me disait, mais si tu avais le choix de recréer une startup, qu'est-ce que tu créerais? Puis je me suis dit, bah, tiens, je ferais bien un Revolut, mais Revolut islamique, parce que je trouve que ça me manque. Il me dit, mais c'est une super idée, mais pourquoi tu le fais pas? Et puis c'est là que je me suis trouvé un petit peu bête. Je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi est-ce que je le fais pas? Donc, Mizen a vraiment commencé comme ça. Et quasiment du jour au lendemain, j'ai arrêté toutes mes activités parce que je faisais un peu de conseil en innovation. Et puis, je me suis lancé dedans. J'étais vraiment, vraiment tout seul. Donc, au début, c'était un one-man show. Donc, il y avait toute cette période de préparation où il fallait communiquer, essayer de rendre visible le projet. Et puis, de fil en aiguille, ça a pu attirer certaines personnes dessus, les bonnes personnes aussi pour construire l'équipe. C'était quelque chose qui était assez fondamental. Et puis, du coup, là, je suis très, très content de l'équipe que l'on a. Mon cofondateur, les associés, les investisseurs, tout ça, c'est un travail en background, mais qui est très chronophage Ouais. et qui est déterminant, surtout dans ce genre de business. C'est Chronophage très et difficile de énergivore lancer. aussi. Exactement. Et c'est difficile de faire sans. C'est très compliqué de lancer un business comme ça sans ces partenaires-là. Ouais. Ok, bah écoute, on va revenir dessus, Inch'Allah. Donc là, on parle de Mizen. Je vais te demander de présenter Mizen, mais avant ça, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es, ce que tu fais, et juste après, en fait, nous décrire un peu ce qu'est Mizen. OK. Alors, donc, je m'appelle Hicham Metatla. Je suis franco-algérien. Je suis né en France, dans une petite ville qui s'appelle Annecy, qui est juste magnifique. J'ai 42 ans. Je suis le papa de 3 enfants. Et puis j'ai commencé ma carrière un peu dans la finance. Donc, j'ai un master en finance et puis un autre master en finance islamique. Mais j'ai d'abord commencé dans la finance. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte, comme beaucoup de musulmans, j'imagine, je savais qu'il y avait certains interdits en finance, mais je pensais pas que c'était si grave que ça. Pour moi, c'était vraiment anecdotique. On entend souvent parler du riba, mais on se dit, ouais, c'est un petit intérêt, c'est pas forcément la mer à boire. Et c'est justement en travaillant en banque, on avait des filiales à Abu Dhabi, à Dubaï. On a commencé à avoir des clients qui avaient des actifs islamiques en portefeuille. Et puis c'est là que j'ai vraiment commencé à me poser la question de ce qu'est la finance islamique.
Et en creusant beaucoup plus, je me suis rendu compte que en fait, c'était hyper impliquant d'un point de vue de notre spiritualité et en lien avec ma religion, et que c'était beaucoup plus grave que ce que je ne pensais. Et surtout, ça m'a permis de réaliser que quand on est musulman et qu'on vit dans un pays non musulman, finalement, si on veut s'intégrer dans le système et être un minimum intégré dans la société, c'est très compliqué d'échapper à ça, d'échapper à l'intérêt, d'échapper au riba. Et du coup, enfin, c'était quasiment impossible de. Enfin, il n'y avait pas d'alternative qui existait vraiment. Et je me suis dit, en fait, tous les musulmans qui sont en Europe, on est vraiment dans une galère pas possible. Il faut trouver une solution. Ouais. Et, et c'est un peu comme ça que le projet Lizen avait déjà commencé dans un coin de mon esprit, même si je l'ai concrétisé que de nombreuses années plus tard. Mais c'est un petit peu ça qui m'a amené progressivement à quitter la banque, parce que du coup, c'était en totale contradiction avec mes valeurs. Okay. Et ensuite, à me lancer dans l'entrepreneuriat, parce que, enfin, contrairement à beaucoup de personnes, il y en a beaucoup qui se lancent dans l'entrepreneuriat, soit pour gagner de l'argent, soit pour créer un projet, soit pour. Enfin, moi, je me suis lancé par défaut parce que je voulais plus bosser dans la banque et j'étais arrivé à un niveau de seniorité qui était trop élevé pour une reconversion. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, le seul moyen que j'ai à ma disposition, c'est de créer une boîte. Comme ça, je me crée mon propre job. Et puis, c'est un peu comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en créant une première startup qui était une plateforme de financement participatif en capital. Ok, d'accord. Donc, tu n'as pas commencé par Mizzen directement? Non, non, non. Bah, j'ai d'abord commencé par me former. Je me suis dit, bah, c'est un peu la honte d'être musulman et de rien connaître à la finance islamique. Donc, je vais, surtout en étant financier. Donc, j'ai déjà commencé par me former. J'avais dans l'idée de créer un cabinet de conseil en finance islamique. Et puis finalement, plus j'en découvrais, plus je me disais que la finance participative, c'était ce qui intrinsèquement ressemblait plus et portait plus les valeurs de l'économie islamique avec la participation, le partage des risques, etc. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais créer. C'était une époque où le financement participatif commençait à émerger en Europe. C'était en 2014, 2013-2014. Et je me suis dit, bah, il y a plein de plateformes qui émergent un peu partout. Moi, j'étais basé en Suisse. Je me suis dit, bah, tiens, je vais créer l'équivalent en Suisse. Et c'est un peu comme ça que je me suis lancé dedans. Ce qui était, après coup, un calcul complètement qui paraît logique, mais qui n'était pas du tout bon. Mais quoi qu'il arrive, cette expérience, elle a été très enrichissante. Et puis, c'est celle qui a permis d'enclencher plein d'autres expériences par la suite et qui m'a, in fine, amené à Misère. Ça t'a pas découragé sur la finance islamique? Enfin, après, toi, tu viens d'un background, d'un milieu un peu finance, donc tu connais peut-être un peu tous les rouages, la plupart des rouages, donc peut-être ça t'intimidait un peu moins. Mais ouais, parce que pour moi, pour avoir regardé un peu de loin, un peu, tu vois, surtout récemment, les dernières années, ça s'est de plus en plus rigidifié un petit peu les conditions pour pouvoir faire du crowdfunding, par exemple, ce genre de plateforme. C'est vraiment regardé par toutes les agences de contrôle. Je crois que c'est l'AMF, par exemple, ou d'autres agences, je ne sais plus comment elles s'appellent. Et c'est assez difficile, en fait. Il faut avoir beaucoup de capitaux, de capital. Je sais plus comment. On peut dire les deux, on peut dire les deux. Ok, d'accord, ça va. Il y a aussi beaucoup de régulation, énormément de régulation. Et il faut avoir une bonne team derrière qui a l'air insolide pour tenir ce genre de projet. C'est pas comme une startup, voilà, on veut faire, je sais pas, d'autres types de projets un peu lambda, de vendre, de faire je sais pas moi, on appelle ça, de la vente en ligne ou ce genre de choses où c'est assez direct. Là, il y a vraiment des freins à l'entrée qui sont assez gros. Et on peut pas vraiment tester son produit. Enfin, on peut faire à la limite faire des sondages, essayer de lever de l'argent pour voir s'il y a de l'intérêt, mais tu peux pas vraiment tester le produit en lui-même sans être passé par là. Exactement. Mais ça, c'est inhérent aux fintech, donc les startups qui sont dans les technologies financières, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on touche à l'argent et l'argent, c'est très sérieux. Et ça a été pendant longtemps la chasse gardée des banques. Donc, c'est très réglementé. Et donc, il y a cet aspect réglementaire qui n'est pas à négliger. Et qui dit un aspect réglementaire dit on a besoin de capitaux pour pouvoir lancer ça, même si ça s'est grandement démocratisé ces dernières années. Et aussi, la particularité des fintechs, c'est que il faut
tout le monde ne peut, enfin, contrairement à ce que tu disais, une app en e-commerce ou une app de livraison de nourriture, tout le monde peut s'improviser à créer un prototype, tester le marché, se dire, ah bah finalement, ça marche, on y va. Là, vu qu'on est sur quelque chose de très réglementé, même les prototypes, ce qu'on appelle des MVP, des minimum viable product, ils doivent être quand même assez conséquents parce que en fait, l'erreur pardonne pas. Être entrepreneur dans la food ou être entrepreneur dans la fintech, c'est complètement différent parce qu'on porte une responsabilité qui peut parfois être une responsabilité pénale. Et si on fait des choses hasardeuses, même par méconnaissance avec l'argent des gens, on peut finir en prison. Il y a eu plein d'exemples comme ça dans l'histoire. Donc en fait, c'est quelque chose qui est très important. Et le fait que ce soit réglementé, finalement, il y a toujours un moment, l'essor du crowdfunding, où personne ne sait exactement ce que c'est. Donc, il y a des petites règles qui sont édictées à droite à gauche et ça permet l'arrivée de plein d'acteurs. Et c'est un peu un no man's land, c'est un peu à la ruée vers l'or du western. Et puis, dans les westerns, et plus il y a d'acteurs qui commencent à arriver, plus il y a de transactions qui sont faites, plus il y a de choses qui sont faites. Le régulateur, souvent l'AMF, la CPR ou peu importe, arrive à édicter des régulations qui permettent d'encadrer ça un petit peu mieux. Il y en a beaucoup qui voient ça. Parfois, ces régulations, elles sont restrictives, mais l'intention derrière ça, c'est surtout de protéger le petit épargnant et le consommateur final. Donc, in fine, c'est parfois pas plus mal d'avoir des règles claires qui sont édictées. Et par exemple, si on prend le cas de la France avec le financement participatif, il y a des règles qui sont très, très claires, même si elles sont dernièrement un petit peu en train de changer avec la réglementation européenne. Mais du coup, pour un nouvel entrant, ça permet de savoir exactement quelles sont les exigences et ce à quoi on s'attend. Et souvent, c'est beaucoup mieux de cette sorte parce que parfois, on peut avoir des zones grises, des zones qui ne sont pas clairement définies et se dire, bah, tiens, je vais aller là-dessus, je vais opérer de telle manière et finalement, on peut se faire retoquer, lancer un business sur cette base-là et quelques mois plus tard, être empêché de poursuivre les opérations. Donc, finalement, c'est très bien quand les choses sont réglementées, surtout quand on parle d'argent. Oui. Et ça permet aussi à beaucoup de monde de ne pas s'improviser banquier. C'est important d'avoir quand même une petite culture financière, d'appréhender les fondamentaux financiers, savoir comment est-ce que la réglementation fonctionne, ce que c'est que la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, etc., pour être sûr d'avoir quelque chose de carré et pour in fine juste fournir le meilleur service aux clients. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont hyper importants. Et du coup, je te rejoins, ça demande du capital, ça demande une équipe assez senior et confirmée derrière, qui a de la bouteille un petit peu. Sinon, ça peut être un petit peu compliqué. Ça rend le projet d'autant plus difficile parce que, comme tu disais, oui, si on lance un projet de e-commerce, on n'a pas forcément besoin d'avoir des gens très calés, même si c'est toujours bien, mais c'est pas une condition. Alors que pour ce genre de projet, voilà, tu peux pas te lancer avec n'importe qui. Il faut des gens qui sont seniors dans la finance ou, je sais pas, qui savent gérer un peu ça et d'autres choses. Il y a vraiment beaucoup de conditions. Et ce qui fait aussi que, peut-être, je sais pas, peut-être que tu pourras nous le dire, qu'il n'y a pas beaucoup de projets en finance islamique en temps de néobanques au vu de tous ces obstacles et tous ces freins. C'est une des choses qui fait que c'est un peu compliqué. Alors, je dirais pas que ça. Je dirais que la finance islamique, on n'a pas la même sensibilisation par rapport à la finance halal que la nourriture halal. Tu vois, depuis tout petit, on est sensibilisé on mange pas de porc, le steak faut qu'il soit halal, etc. En termes de finance, c'est beaucoup moins rentré dans notre... on est beaucoup moins éduqué là-dessus, on va dire. Donc ça, c'est la première base. Et ensuite, si on parle spécifiquement du cas de la France, pour pouvoir lancer des business, il faut avoir déjà autour de soi des gens qui ont prouvé que de tels business peuvent être montés. Ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas, si je parle de moi personnellement, moi, mes parents sont venus en France. Ils sont venus, ils n'avaient pas forcément de bagages, de diplôme, d'éducation. Et du coup, ils ont fait ce qu'ils pouvaient en France. Donc moi, ce que j'ai comme exemple autour de moi, c'est des gens qui travaillent, qui ont un salaire
Et à la limite, l'étape au-dessus, ce à quoi m'ont poussé mes parents, c'est fais des études, fais des grandes études, comme ça tu auras un job qui sera bien meilleur que le mien. Et en fait, on a beaucoup cet exemple dans la communauté musulmane en France. On n'a pas beaucoup d'entrepreneurs. Ça commence à changer petit à petit. Et en fait, pourquoi? Parce que ces rôle modèles, enfin ces exemples, ils sont super importants. C'est pas pour rien que dans une famille d'avocats, tu auras plus facilement des enfants qui deviendront avocats. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leur papa, maman, oncle et tante devenir avocats. Donc, dans leur inconscient, ils se disent oui, c'est possible, je peux aussi y arriver. Pareil pour les médecins, etc. Et nous, moi, il n'y a aucun entrepreneur dans ma famille. Donc, moi, devenir entrepreneur, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Et je ne savais pas si j'allais en être capable. Ça me paraissait très compliqué de créer une entreprise. Ça nécessitait beaucoup de relations, beaucoup de choses. Et le fait de l'avoir fait une fois, ça désacralise le tout. Et puis ensuite, on se rend compte que, avec les bonnes méthodes, avec la bonne manière d'aborder les choses, c'est pas si compliqué que ça. Misen, typiquement, il y a 10 ans en arrière, je me serais senti incapable de lancer un tel projet. Je l'aurais jamais lancé. J'aurais eu tellement de barrières mentales à me dire mais ça va pas marcher pour X et Y raisons que j'aurais rien fait du tout. D'ailleurs, ma première idée de banque islamique, c'était en 2012. Et puis j'ai pas poursuivi parce que ça me paraissait insurmontable. Et c'est le fait d'être passé par plusieurs étapes entrepreneuriales, plusieurs projets, et aussi le fait d'avoir rencontré énormément d'entrepreneurs, en fait, et de toutes catégories, des personnes très fortunées, des personnes qui n'avaient rien, des jeunes, des vieux, des personnes diplômées, des personnes non diplômées, et qui ont toutes eu une idée, plus ou moins folle au début, et puis qui ont quand même réussi à pousser le sujet et à créer quelque chose de viable à la fin, une société viable. Et le dénominateur commun de toutes ces personnes que j'ai rencontrées, c'est que certes, il y a des barrières. Donc, c'est très compliqué c'est très compliqué de lancer un business. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'abnégation, beaucoup de choses, beaucoup de motivation, beaucoup de rigueur, etc. Mais en fait, toutes ces barrières, elles venaient de l'extérieur. C'était pas eux qui se les mettaient. Eux, ils croyaient en eux-mêmes, ils croyaient en le projet, et en fait, ils avançaient sans trop se poser de questions et sans trop intellectualiser la chose. Et ça, c'est quelque chose qui était commun à tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés. Finalement, je me suis dit, mais si cette personne, elle n'a pas l'air beaucoup plus... peut-être qu'elle est plus intelligente que moi, mais en tout cas, on arrive à avoir des discussions. Elle n'a pas plus de facilité que moi, elle n'est pas d'un milieu favorisé. Elle y arrive. Pourquoi est-ce que moi, j'y arriverai pas? Et c'est ce qui m'a poussé à lancer des business. Et puis, c'est ce qui m'a permis de lancer business un peu, Misen, un peu comme une tête brûlée, malgré que j'étais tout seul et que je savais que c'était un projet qui demandait beaucoup d'autres choses, beaucoup plus que ma propre personne. Alors, on va rentrer dans le sujet. Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais, du coup, pour revenir, je pense qu'il y a un petit peu un mélange de tout. Le fait qu'on n'est pas suffisamment éduqué sur la finance islamique, on n'a pas suffisamment une culture entrepreneuriale au sein de la communauté, et le fait que tout ce qui touche ou qui est accolé à quelque chose d'islamique a très mauvaise presse en France. Donc, du coup, ça met beaucoup de freins pour pouvoir lancer quelque chose de la sorte. Mais alhamdoulilah, les choses commencent à changer. On voit que dans les pays anglophones, c'est complètement différent parce que il n'y a pas ce complexe qu'on a un petit peu en France lorsque l'on est musulman et la peur de l'afficher et de l'assumer. Et puis, il y a une petite génération d'entrepreneurs qui arrivent là en tout cas en France, qui est complètement décomplexé, qui n'a pas peur de oser, et puis qui commence à s'appuyer sur ceux qui étaient là avant et qui peuvent leur donner ce qui est vraiment critique dans ce genre dans l'entrepreneuriat, c'est le mentorat, c'est le réseau, c'est les connexions. Puis il y a quand même un petit réseau qui commence à se constituer. Donc, alhamdoulilah, je pense qu'on est sur la bonne voie. Ouais. Il y a quand même un point je trouve, qui est assez, même chez les entrepreneurs non musulmans ou en Europe, dans l'Occident, on n'en parle pas forcément. Mais il y a la question économique qui est souvent, on n'en parle pas, mais quand on regarde même ceux qui construisent des très grosses boîtes, qui partent de rien, qui construisent des grosses boîtes, quand tu remontes quand même dans leurs origines et leurs parents, tout ça, dans beaucoup d'entre eux, tu vas retrouver quand même des personnes qui sont passées par des grandes écoles souvent et dont les parents ont un gros patrimoine.
Donc, il y a quand même un support qui est assez… Toi, tu disais tout à l'heure, c'est pas pour rien que des personnes qui sont… Enfin, une famille d'avocats a plus de chances d'avoir des enfants qui sont avocats ou bien, enfin, qui font de longues études. C'est aussi le cas pour… j'ai l'impression, de ce que je peux voir autour de moi. Au début, je croyais que pareil, que c'était accessible à tout le monde de devenir entrepreneur. Et plus je regarde et plus je vois les entreprises qui se créent, et puis je me dis que pour la plupart d'entre elles, en fait, ça reste quand même un sport de riches, ça reste quand même un sport de… Les personnes qui créent l'entreprise ont quand même un gros soutien derrière. Ils ont déjà un bon network, ils ont déjà soit passé par des grandes écoles, donc ils ont déjà une bonne image, en plus de tout ce que tu as dit juste avant, bien sûr. Euh, alors, je dirais que oui et non. Enfin, c'est vrai, si tu regardes statistiquement, tu verras beaucoup d'écoles de commerce, enfin de grandes écoles ou écoles d'ingé. Typiquement, l'entrepreneur de start-up en France, c'est un trentenaire qui a fait une grande école de commerce ou une grande école d'ingé, qui est plutôt d'un milieu aisé, etc. Donc, en fait, au départ, il a quand même, il a quand même pas mal de cartes dans son jeu, tu vois. Ceci dit, il y a plein de business. Quand je te disais que enfin, Mizen, on n'aurait pas pu le lancer dans sa forme actuelle, on n'aurait pas pu le lancer sans capitaux, sans investisseurs, et puis avec puis le réseau que j'ai réussi à me constituer avant, il m'a quand même été bien utile. Ouais. C'est vrai dans sa forme actuelle, mais c'est faux. J'aurais très bien pu aussi créer Mizen en partant de rien. C'est juste qu'il aurait pris une forme un petit peu différente. J'aurais peut-être fait de l'éducation, de la formation sur la finance islamique, jusqu'à en créer un… Enfin, il y a toujours moyen de faire évoluer les projets. Et plutôt que de créer tout de suite une néobanque islamique, j'aurais peut-être fait un institut, enfin peut-être une société de conseil qui intervient chez des entreprises pour, je sais pas, soit les former, soit déployer des projets s'ils veulent s'intéresser à la finance islamique. Puis à partir du moment où j'aurais eu suffisamment de cash flow, suffisamment d'argent, peut-être que j'aurais développé en side project le projet Mizen tel qu'il ressemble là. Donc en fait, c'est toujours possible de partir de rien. C'est juste que ça prend beaucoup, 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 beaucoup plus de C'est temps. sûr. Et puis est-ce que tu avais, toi, quand tu es parti, excuse-moi, juste par rapport à ça, est-ce que tu te posais des questions d'ordre économique du style, voilà, vu que je me lance dans ce projet-là, je vais plus pouvoir garder mon salaire, je vais pouvoir mettre de côté, je vais pouvoir investir pour subvenir. Peut-être je vais devoir baisser en qualité de vie. Je vais peut-être investir mon propre argent sur le projet. Peut-être Ah oui, complètement. limite repartir de zéro. C'est des questions que tu as dû te poser. Ah mais complètement. Mais en fait, moi, à chaque projet, je repars de zéro. Après, la force de… Enfin, moi, typiquement, c'est ce que je voulais dire. Tu vois, si par exemple, on prend une personne qui a 20 ans, qui est encore en études, enfin, c'est vrai que la barrière pour entreprendre, elle est très basse. Parce que si tu n'as pas de responsabilité, si tu n'as pas des impératifs familiaux, et puis quand tu es jeune, enfin, tu n'as pas besoin de tant d'argent que ça. Tu peux consacrer certaines choses, développer des projets. Puis il y a beaucoup de projets qui demandent très peu de capitaux maintenant. Enfin, on peut lancer beaucoup de business avec très peu d'argent. Après, quand on arrive à un autre stade dans la vie, moi, j'ai décidé de lancer Mizen, j'avais 40 ans. Donc, je me suis dit, j'avais 3 enfants, dont la dernière qui était vraiment toute petite. J'habite dans une des villes au monde où le niveau de vie est le plus élevé. Donc, j'habite à Genève. Le budget mensuel est quand même assez conséquent par rapport Ouais. à beaucoup d'endroits dans le monde. Il y avait tout ça. Et puis 40 ans, c'est l'âge où, en général, si tu as un niveau de seniorité, c'est l'âge où tu commences un peu, tu as déjà payé ton mariage, tu as déjà commencé à mettre de côté un petit peu, ton salaire a atteint un certain palier, on va dire, de seniorité. Tu peux commencer un peu à kiffer, à partir en vacances. C'est un peu l'âge où tu profites un peu en général, non? Alors non, moi j'ai beaucoup profité avant. Ouais, J'ai toujours voyagé. Enfin, les voyages, d'accord, ça a toujours été un truc. J'ai d'accord. beaucoup moins voyagé loin à partir du moment où j'avais des enfants parce que me faire 20 heures d'avion pour en fait éviter le soleil entre midi et Super 4 Théo, heures. 20 heures d'avion, c'est pour aller où ça, en Australie? Ah non, la dernière fois, Bali, tiens, Bali. Ah, avec Bali, escale, ouais. ouais, avec l'escale, ouais, forcément. Je l'avais fait quand ma Ah, plus grande avait 18 mois. Et en fait,
c'était, j'ai trouvé dommage parce que, enfin, je connaissais déjà Bali, j'y étais déjà allé. Et puis, du coup, on s'était dit, enfin, avec la petite, il faut faire attention au soleil. Euh, la poussette, c'est hyper compliqué de se balader à Bali avec une poussette. Et puis, finalement, on se retrouve dans un endroit qui est magnifique, mais on profite pas vraiment de cet endroit parce qu'il faut respecter le rythme de bébé et qu'il puisse être à l'abri du soleil quand c'est les plus grosses chaleurs, faire attention à tel endroit, se balader, on ne peut pas se balader comme on veut, il faut toujours trouver une voiture climatisée, même les logements, c'est vachement compliqué. Et je me suis dit, enfin, je vais plutôt aller proche enfin, j'ai plus aller trop loin pendant que mes enfants sont petits. Donc, on a beaucoup voyagé, par exemple, en Europe. Tu vois, on prend la voiture et puis on va à droite à gauche. Et puis sinon, tous les étés, vu que ma femme est marocaine, c'est tous les étés au Maroc. Et puis du coup, à tel point que ma petite, la plus grande, la dernière, elle a dit ah, c'est bon, hein, le Maroc, on ne peut pas partir ailleurs un petit peu. Donc là, on va peut-être repartir sur autre chose. Mais tout ça pour revenir sur le niveau de vie. Enfin, moi, bizarrement, à partir du moment où j'ai eu mes enfants, mon niveau de vie a enfin, j'avais besoin de beaucoup moins d'argent parce que du coup, j'avais plus la vie où tu voyages super fréquemment, où tu dépenses beaucoup d'argent. Enfin, la priorité, elle se ressent sur les enfants et sur des choses simples et pas forcément des activités qui sont toujours payantes quand tu es soit célibataire ou soit en jeune couple. Et du coup, là-dessus, c'était bien. La deuxième chose où ça m'a pas trop freiné, c'est que, en fait, moi, avant de lancer Mizen, j'étais déjà entrepreneur depuis 6 ans. Donc, en fait, les variations de revenus, je connaissais déjà. Les mois où beaucoup d'argent rentre, je connaissais. Des mois où beaucoup moins d'argent rentrait, je connaissais aussi. Mais ce que j'ai quitté pour Mizen, c'était plutôt vraiment un confort en tant que papa. C'est-à-dire que je faisais du conseil, ce que je disais, je faisais du conseil en innovation. J'avais pas besoin de beaucoup travailler par mois pour rentrer l'argent dont j'avais besoin pour vivre. Et du coup, j'ai pu passer énormément de temps avec mes enfants, les voir grandir, m'occuper d'eux quand il faut les Ouais. garder le mercredi, les emmener chez le pédiatre, etc. Enfin, c'est tous ces moments-là qui étaient assez agréables avec le fait que j'organisais mon temps un petit peu comme je voulais. Travailler dans l'innovation, c'est assez cool parce que c'est des missions qui sont quand même assez intéressantes et puis sur lesquelles je m'éclatais bien. Et puis le fait voilà, d'avoir vraiment une petite vie pépère. Et quand je me suis lancé dans l'ISEN, je savais que ça allait complètement changer parce que le conseil en freelance, c'est une chose, mais entrepreneur à temps plein sur une startup tech, en plus financière, c'est autre chose en termes d'implication. Enfin, il y a la mission aussi derrière. Enfin, on ne peut pas considérer Mizen juste comme un business. Il y a vraiment la mission. Moi, vraiment, Alors, la question que je me suis posée, c'est ouais. surtout, ça c'est toujours lié à mes enfants. Hein. C'est, imaginons mes enfants, enfin, on essaie de faire grandir nos enfants dans l'excellence, qu'ils fassent des choses bien et de belles choses dans leur vie. Et je me suis toujours dit, mais imaginons, je sais pas, j'ai un de mes enfants qui me dit, bah, papa, je suis accepté, je sais pas, à Harvard. Comment est-ce qu'on fait pour financer ça? Et en fait, je serais dans l'incapacité de pouvoir le financer parce qu'on n'a aucune possibilité de financer de telles études actuellement dans la communauté. Tu fais un Je me suis dit, crowdfunding? bah, ouais, mais c'est vachement compliqué, hein. C'est super compliqué, mais c'est une piste. Et l'idée, c'est de se dire, bah, moi, j'ai bricolé toute ma vie, tu vois, pour rester compliant d'un point de vue financier. Et puis, j'ai pas envie que mes enfants bricolent. Je veux pas qu'ils galèrent à ouvrir un compte. Je veux pas qu'ils galèrent s'ils ont envie de financer un projet. Je veux pas qu'ils galèrent s'ils ont envie de lancer une boîte et trouver des financements. Parce qu'en fait, cette question de riba, on parle de misaine avec le compte et la carte. En fait, c'est vraiment une toute petite partie du problème. Ouais. La vérité, c'est que enfin, si on n'a pas les mêmes outils que Monsieur Tout le Monde, bah, en fait, on est handicapé dans nos projets personnels, dans nos projets professionnels. Et c'est quelque chose qui est vraiment euh, qui cause beaucoup de tort à la communauté. Typiquement, si un entrepreneur de la communauté veut lancer un business, il va galérer beaucoup plus qu'un autre à trouver de l'argent pour justement monter ce projet. Il y a même C'est des trouver de l'argent, entrepreneurs c'est qui ont trouver lancé. des investisseurs, des VC, des business angels, c'est les termes un peu de start-up. Exactement.
Et je dirais que ça, c'est même la partie la plus simple. Enfin, parce que ça te sert généralement à démarrer un projet. Ensuite, il y a tout ce qui est au niveau de l'exploitation. Je connaissais quelqu'un qui avait, par exemple, une société de VTC. Donc, il a des voitures, des véhicules, etc. Sauf que ces actifs-là, ces voitures, au bout d'un moment, elles se déprécient, il faut les renouveler. N'importe quelle autre société de VTC va faire du crédit bail, va prendre un financement pour pouvoir renouveler ça. Il ne va pas toucher à sa trésorerie. L'entrepreneur musulman qui est dans le même business, même s'il est aussi bon que le non-musulman sur ce type de business, bah lui, il va être obligé de taper dans sa trésorerie. Et ça, pour une boîte, c'est… Ouais, mais ça, c'est hyper dangereux pour une boîte parce que les boîtes ne meurent pas parce qu'elles n'ont pas de clients, elles meurent parce qu'à un moment, elles n'arrivent pas à payer une facture et c'est ça qui les met en défaut de paiement. Du coup, la trésorerie, c'est un point qui est critique et si on ne peut pas financer sa trésorerie, si on ne peut pas financer son fonds de roulement avec des aides extérieures comme toutes les autres entreprises, et ben finalement, même dans l'entrepreneuriat où c'est censé être le plus méritocratique, et ben finalement, on part quand même avec quelque chose en moins. Et pareil pour les études, si on ne peut pas les financer, il y a plein de personnes qui sont venues vers moi qui m'ont dit j'ai été accepté à l'EDEC, à l'ESSEC, etc., mais je n'ai pas trouvé de moyen de financement, donc je ne fais pas ces études. Sachant que faire HEC ou l'EDEC, ça peut être quand même assez transformateur dans une carrière. Donc, si on n'arrive pas à avoir accès aux mêmes solutions de financement que n'importe qui, forcément, on sera défavorisé par rapport à n'importe qui. Et moi, je le vois, par exemple, pour Mizen, on est obligé de faire appel à justement à des business angels, à des investisseurs privés. On dit que la France, c'est le pays où il y a le plus d'aides pour les startups. Malheureusement, on a creusé un peu le sujet. La plupart des aides, c'est des prêts à intérêt, etc. Donc, pour nous, c'est juste impossible. Donc, par rapport à une autre néobanque qui se lance en France sur le même marché que nous, si elle n'a pas une éthique islamique, elle pourra faire appel à plein de choses, à la BPI, à des prêts à droite, des prêts à gauche, et lever beaucoup d'argent. Même la BPI, il y a des intérêts derrière. Jamais trop souvent, regardé, mais c'est souvent. Il y a des cautions. Enfin, il y a 2-3 dispositifs qui te permettent d'avoir des choses sans intérêt, mais c'est des broutilles, c'est des trucs à 20 000 euros, 30 000 euros, mais c'est pas avec ça qu'on construit ce genre de boîte. Et les choses qui sont très substantielles, quand tu vois des grosses startups qui ont des compléments par les BPI, qui ont des financements, souvent c'est des prêts à intérêt. Et puis du coup, pour nous, c'est un no-go tout de suite. Même les venture capitalistes, on parle beaucoup de VC, tu vois, dans l'industrie des startups. Même les deals qu'ils peuvent proposer ne sont pas forcément Sharia compliant. Il faut vraiment… il y a des discussions qui sont difficiles à avoir avec des investisseurs pour qu'ils puissent rentrer en matière et que ce soit acceptable de notre point de vue. Il y a des termes dans le contrat notamment qui ne sont pas ce qu'on appelle Sharia compliant. Oui, en fait, il y a des clauses qu'on appelle… ce sont des debt-like features. C'est des clauses qui transforment un petit peu l'investissement en capital et qui le rendent similaire à une obligation. Donc, il y a un prêt à intérêt, et puis du coup, c'est plus trop valable. Et il y a plein de choses comme ça, donc il faut être super précautionneux. D'accord, ok. Écoute, je pense que c'est le bon moment pour qu'on puisse parler de Mizen. Qu'est-ce que Mizen exactement? Qu'est-ce que vous faites chez Mizen? Alors, Mizen… Et aussi, je voulais te poser la question plus tôt, mais quelle est la mission de Mizen? Je te poserai la question. Je peux commencer par là, si tu veux. Ok. La mission de Mizen, c'est in fine, la vraie mission de Mizen, c'est de permettre à tout musulman d'Europe d'avoir une solution financière islamique, peu importe son besoin. C'est-à-dire que, dans toute notre vie, on a, en tant que musulman, citoyen, juste être humain, on a plusieurs besoins. Ça peut être avoir un compte qui soit conforme à nos valeurs. Ça peut être, à un moment donné, avoir le besoin de financer ses études parce qu'on a été accepté dans une certaine école. À un autre moment donné, c'est peut-être financer son mariage, s'acheter une maison, s'acheter une voiture, créer une entreprise, prévoir sa retraite, etc., etc. En fait, il y a tout un monde de services financiers qui est comment dire, il y a une très grande diversité de services financiers. On arrive à s'adapter à n'importe qui en France.
sauf aux musulmans. Il n'y a rien qui est proposé pour le musulman. Et à chaque fois qu'un musulman veut se créer un patrimoine, veut acheter une maison ou veut financer les études de ses enfants, c'est toujours le parcours du combattant, alors que pour un monsieur lambda, ce sera une commodité. On va juste voir quelques banques, on fait 2-3 simulations et on prend la solution qui est la moins chère. Et nous, in fine, c'est ça notre mission. C'est de pouvoir donner une réponse islamique à n'importe quel besoin financier de tout musulman en Europe. Et on a vraiment vocation, nous, à adresser nos co-religionnaires qui vivent dans des environnements non musulmans, parce que dans les pays musulmans, généralement, il y a suffisamment de solutions à disposition. Et donc, pour ce faire, on a commencé, nous, à analyser le marché. On a fait beaucoup de workshops un peu en mode design thinking, donc très participatif, aller à la rencontre des gens, essayer de leur poser des questions, essayer de sonder leurs besoins. Et ce dont on s'est aperçu, en tout cas en France, c'est qu'il y avait une énorme défiance vis-à-vis de la finance islamique. J'aime bien dire qu'on était rarement accueillis avec des roses, mais plutôt avec des guns, et que les gens ont beaucoup de suspicions. Est-ce que c'est vraiment islamique? Oui, mais la finance islamique, c'est toujours pour les riches. Pour monsieur tout le monde, ça s'adresse pas à tout le monde. C'est très élitiste, etc. C'est du riba caché. Du coup, oui, c'est du riba caché, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Et du coup, nous, on a mis beaucoup de cœur à expliquer un petit peu ce qu'était Mizzen. Et on s'est dit, il y a plusieurs solutions qui existent déjà sur le marché, des solutions qui sont très bien, des solutions d'accession à la propriété, il y a des petites solutions d'assurance qui ont commencé à voir le jour, il y a des gestionnaires de patrimoine indépendants aussi qui ont vu le jour. Et nous, on s'est dit, en fait, on veut pas, on veut aller on veut commencer et attaquer ce marché par le besoin financier qui est le plus fondamental, dont tout le monde a besoin, et sur lequel il y a beaucoup d'idées reçues. Et puis on s'est dit, en fait, le compte de paiement et puis la carte de paiement, c'est vraiment là-dessus qu'on voulait aller, parce que tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin d'un compte à partir du moment où on veut s'intégrer socialement. Et surtout, beaucoup de personnes pensent que le simple fait de ne pas payer d'agio, parce que maintenant il y a des néobanques, etc., qui empêchent d'être à découvert, rend automatiquement un compte halal. Et du coup, on s'est dit, c'est un produit qui est accessible à tous, qui coûte pas trop cher, et sur lequel il y a beaucoup d'idées reçues. Du coup, on va commencer par ça. Et puis, l'idée après, par la suite, c'est une fois qu'on aura atteint une certaine masse critique d'utilisateurs, on pourra construire dessus d'autres briques et d'autres services, notamment liés au financement et à l'investissement. D'accord. Si je résume, donc en fait, ce que vous proposez, c'est une néobanque, donc c'est une carte de débit qui permet de mettre son argent sur cette carte et de pouvoir payer n'importe quel commerçant ou des paiements en ligne. Donc, c'est une carte un peu comme Revolut, comme tu disais, ou N26 ou autre, sans forcément avoir toutes les features qu'ils proposent, mais c'est plus ou moins similaire. Et qu'est-ce qui rend ça, du coup, plus halal qu'une carte Revolut? Alors, Revolut, moi j'utilisais Revolut parce que pour moi c'était une des solutions qui s'approchait le plus de ce qui était licite. Alors en finance, la finance classique, mais tout comme la finance islamique, c'est une finance qui se base sur des contrats, qui est contractuelle. Donc toutes les transactions, ta relation qui est gérée avec ta banque est basée sur un contrat. Donc, en fait, il ne suffit pas que tu n'aies pas d'agio. Il faut s'assurer que toutes les clauses, même les petites choses qui sont écrites en tout petit, ne sont pas contraires à la loi islamique et à la finance islamique. Donc, ça, c'est la première chose. Et souvent, les gens ne font pas cet effort. La deuxième chose, c'est que quand Revolut était encore un établissement de paiement, je pourrais te dire que c'est quasiment similaire. Maintenant, c'est plus trop le cas parce que les sociétés comme Revolut et N26 sont des établissements de crédit. Et un établissement de crédit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu déposes ton argent chez eux, comme dans n'importe quelle banque, tu penses que c'est toujours ton argent parce qu'il y a le petit numéro le montant qui est indiqué sur ton compte, mais contractuellement, tu prêtes cet argent à la banque. Et la banque fait deux choses avec, de manière très schématique. Soit elle prête cet argent à d'autres clients. Enfin, elle ne le prête pas vraiment, mais cet argent sert de base de calcul pour pouvoir octroyer des crédits à d'autres. Donc, c'est de la création monétaire. Et souvent, cette création monétaire
se fait avec des intérêts, ou soit elle utilise cet argent pour l'investir sur les marchés. Et puis du coup, là, il n'y a absolument pas de transparence. Elle peut investir dans des actions Pernod Ricard, d'industrie porcine. Enfin, en tant que client, on n'a aucun moyen de savoir où va cet argent. Et du coup, nous, on apporte une réponse à ces deux choses-là. Nous, chez Mizzen, on se base bien évidemment sur des banques pour pouvoir déposer l'argent de nos clients. Mais contrairement aux clients lambda, on utilise plutôt cette banque comme un coffre-fort. C'est-à-dire qu'il y a l'argent de nos clients qui est placé chez eux, qui est complètement ségrégé des autres actifs de la banque, ce qui fait que ni Mizzen ni la banque ne peut utiliser cet argent pour les deux activités que j'ai citées précédemment. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est que lorsque vous déposez votre argent chez Mizzen, il n'y a que vous qui décidez ce que vous faites avec votre argent. Ni Mizzen, ni notre partenaire bancaire ne peut utiliser cet argent-là. Et pour nous, c'est un des fondements une base qui est fondamentale dans notre projet, parce que ce dont on a pu s'apercevoir, c'est que on infantilise beaucoup, pas que les musulmans, tout le monde sur les questions financières. Il y a très peu de personnes qui sont hyper à l'aise lorsqu'elles vont discuter avec leur banquier. Souvent, le banquier fait figure d'autorité, puis finalement, il peut leur vendre n'importe quoi. Pour bien connaître les réseaux d'agences bancaires, les personnes que vous rencontrez dans ces agences-là, c'est rarement des vrais banquiers, c'est plutôt des technico-commerciaux qui ont un speech de vente et puis qui essayent de vous vendre des produits à un point, c'est tout. Et puis finalement, en termes de connaissances financières… s'il arrive à te vendre le produit. Exactement. Et puis il y a d'autres pratiques qui sont bien pires que ça. Et du coup, nous, on s'est dit… j'ai perdu un petit peu le fil. On parlait de ce qui rendait Mizzen plus halal que Revolut. Oui, voilà. Du coup, nous, on veut répondre à cette question et surtout, on veut responsabiliser le client. C'est-à-dire que, on veut que la personne soit responsable de son argent. Parce que l'argent, la manière dont on gère notre argent, en tout cas dans notre religion, elle est très impliquante. La manière dont on gagne cet argent, la manière dont on dépense cet argent. Et en fait, on ne devrait pas outsourcer ces décisions à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou peu. Déjà, le fait que l'argent ne bouge pas, c'est déjà une première chose. Et ensuite, ce qu'on veut apporter, ce qu'on veut développer comme univers, c'est aider le client, proposer un univers soit d'investissement ou des solutions de financement, mais que ce soit vraiment le client qui décide de lui-même s'il met son argent là-dedans ou pas, ou s'il va piocher dans tel argent ou pas. Et on veut vraiment responsabiliser entre guillemets, éduquer financièrement nos clients. C'est facile à dire, c'est très compliqué à faire. On n'a pas encore commencé ce grand chantier, mais c'est un peu vers là qu'on veut tendre. Est-ce que tu vois, l'objectif même pour toi, ce serait que les musulmans puissent utiliser que des produits financiers islamiques, que des comptes islamiques? Est-ce que toi, tu utilises encore, une fois que tu auras mis le compte Mizzen qui sera fonctionnel, est-ce que tu arrêteras d'utiliser tous les autres acteurs bancaires ou tu continueras à l'utiliser en complément ou c'est quoi l'objectif? Alors moi, je continuerai, je serais obligé de continuer à utiliser au moins un autre acteur parce que, étant donné que je suis basé en Suisse et qu'on a lancé Mizzen en France, théoriquement, il y aura certains services qui me manqueront. Mais le but, c'est, à partir du moment où on pourra avoir plusieurs monnaies sur Mizzen, c'est d'utiliser à 100% Mizzen. Déjà, depuis, comme je disais tout à l'heure, Revolut, c'était pour moi la solution qui était le plus Sharia compliant. Et du coup, j'ai complètement arrêté d'utiliser toutes les autres banques. J'ai plus d'autres comptes et j'utilise quasiment exclusivement que Revolut parce qu'en plus, dans ma situation particulière, ça m'aide beaucoup pour les paiements en francs suisses ou en euros, etc. Après, il y a toujours certains services sur lesquels je suis obligé de faire appel à d'autres. Par exemple, pour tout ce qui est compte professionnel, vu qu'on n'a pas de compte professionnel, donc on est obligé d'avoir des comptes dans des banques classiques. Le chemin pour pouvoir proposer tout le panorama, il est très, très long. Mais clairement, mon objectif, c'est de switcher après sur quelque chose qui
qui est enfin dans un système qui est 100% licite. Et même, enfin, je me réjouis et je me réjouirais d'autres acteurs, d'autres entrants sur ce marché pour pouvoir aussi diversifier et puis avoir d'autres comptes, même chez d'autres personnes, pour pouvoir, enfin, comme on fait actuellement, on a souvent plusieurs banques actuellement, avoir plusieurs comptes dans des banques islamiques, je pense que c'est une bonne chose aussi. En France, je crois qu'il y a la banque Sharbi qui existe, qui est une vraie banque, il me semble, qui propose un compte, des comptes courants, mais apparemment, c'est pas très connu parce que c'est pas très facile d'utilisation, pas très facile de s'inscrire, pas très pratique non plus par rapport aux autres banques. Je sais pas si tu les as suivis un petit peu. Alors oui, c'est vrai qu'il y a la banque Sharbi, c'est une Banque fenêtre marocaine. islamique. Donc oui. Donc c'est la filiale française d'une banque marocaine, oui. Et en fait, ils ont créé, enfin à la base, c'est une banque conventionnelle. Et ils ont créé une fenêtre islamique au sein de cette banque. Donc une fenêtre, c'est une partie de leur organisation qui fonctionne, qui a été certifiée, qui fonctionne de manière conforme à la charia. Et c'est vrai qu'ils ont, c'était les premiers à proposer le financement immobilier avec la Murabaha. Et puis, enfin, je peux me tromper, hein, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est que le compte courant, c'était un peu un produit accessoire lié à ce financement immobilier. Et qu'ils n'ont pas forcément poussé vraiment de manière très agressive ce produit. C'est déjà une bonne chose qu'il y ait ça. Après, enfin, quand on est une néobanque, on s'attaque. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'apporter une solution qui est éthique et conforme. Ça, c'est vraiment la première chose. Mais à côté, c'est aussi de pouvoir répondre à tous les petits défauts, tous les petits pain points, toutes les petites mauvaise surprise que l'on peut rencontrer avec sa banque. Et en fait, il y a énormément de Français et Françaises, pas forcément de confession musulmane, qui sont très insatisfaits de leur banque parce que la qualité de service est souvent pas au rendez-vous. Enfin, on demande souvent aux personnes de se déplacer pour faire des opérations qui ne nécessitent pas de se déplacer. Malgré qu'il y ait une présence qui est que le territoire est assez maillé par un réseau d'agences assez dense, en fait, la qualité de service et des réponses et de conseils n'est pas forcément là. Il n'y a pas vraiment de transparence. Il y a des gens, nous, on a eu des témoignages de personnes qui nous disent, mais et pas plus tard que la semaine passée, une personne qui nous a contacté, qui nous a dit, mais moi, j'ai eu ma banque qui m'a proposé un livret A. Je savais qu'il y avait de l'intérêt, donc j'ai dit non. Et puis, il me semble 2 semaines plus tard, j'ai reçu un courrier comme quoi j'avais bien souscrit au livret A. Donc, même, enfin, il y a des pratiques qui Surprise. sont un petit peu comme ça. Oui, des personnes qui découvrent des frais sur leur relevé et qui ne comprennent pas. Puis, lorsqu'ils vont voir leur conseiller, ils leur disent, mais si, vous avez signé tel contrat. C'est Et puis, finalement, ils l'assurance, rendent. ce genre de choses. Ouais, exactement. Et lorsqu'on leur demande, montrez-moi le contrat que j'ai signé, finalement, non, c'était une erreur. Du coup, on a enlevé la chose. Enfin, c'est un monde qui n'est pas forcément transparent et il y a beaucoup de suspicions là-dessus. Et nous, une de nos grosses valeurs, c'est la transparence. C'est que on veut expliquer exactement comment est-ce qu'on opère, pourquoi est-ce qu'on opère comme ça, si on facture telle chose, pourquoi est-ce qu'on le facture. Et en fait, essayer de rétablir un petit peu ce lien de confiance avec le client parce que théoriquement, on ne devrait pas être méfiant de l'établissement qui détient notre argent. Pour nous, c'est un non-sens. Et on trouve qu'il y a beaucoup trop de méfiance vis-à-vis des établissements financiers en France. Et on veut répondre aussi à ça en apportant en apportant une qualité de service qui soit proche de ce que font les meilleures startups. Vraiment, le support client, pour nous, c'est très, très, très important. Donc, la banque s'appelle Mizan. Mizan, c'est en arabe, c'est la balance, c'est ça? Ouais. Pourquoi vous avez choisi ce nom? Alors, pour plusieurs choses. Déjà, la référence coranique, la référence islamique. Donc, on travaille tous sur cette terre pour que notre balance penche du bon côté le jour du jugement dernier. Et puis, c'est aussi un peu comme ça qu'on a créé Mizan. Enfin, si c'était pour créer
il y a 1 milliard de business qui sont moins compliqués à lancer. Et ce business, j'explique souvent que c'est, pour citer un petit peu Paulo Coelho, c'est ma légende personnelle. C'est-à-dire que le RIBA, il a tellement impacté ma vie, ma carrière. Enfin, il y a beaucoup de mes choix personnels et professionnels que j'ai fait à cause de ce manque d'alternative à l'intérêt. J'en ai fait un petit peu mon cheval de bataille. Et pour moi, c'est une manière vraiment de m'aligner, d'aligner complètement mes valeurs à un projet professionnel. Enfin, ce projet, il est complètement aligné avec moi-même. Et quand je bosse dessus, même si je bosse beaucoup dessus, j'ai pas vraiment l'impression de travailler. J'ai l'impression de faire quelque chose qui peut être utile et qui peut m'aider autant dans cette vie ici-bas que dans la vie d'après. Donc, il y a un petit peu cette dimension qui est très importante dans le projet Mizen. Et deuxièmement, on a parlé un petit peu du compte et de la manière dont on va construire d'autres services par la suite. Et en fait, la manière dont on va construire d'autres services, il y a deux manières de faire. En France, pendant longtemps, on s'est dit ah bah tiens, ce serait bien d'avoir une banque islamique, et on a attendu, rien ne s'est fait. Et finalement, nous, on est plutôt partisans de dire si on veut quelque chose, faisons-le nous-mêmes et faisons que ça existe. Et du coup, Mizen, elle rentre dans cette perspective-là. C'est qu'on a complètement conscience que sans la communauté, on fera rien du tout. Et on veut justement construire tous nos futurs produits, que ce soit des produits d'investissement ou de financement, grâce à la communauté. C'est-à-dire qu'on parlait de crowdfunding. Je m'inspire beaucoup de ce que j'ai fait auparavant pour que, au lieu de faire des prêts tout bêtes comme n'importe quel établissement financier pourrait le faire, nous, on veut vraiment faire participer nos clients dans le financement de projet, mais que ce soit, que le besoin de financement d'un de nos clients soit une opportunité d'investissement pour d'autres clients, et que ce client décide lui-même si je veux mettre mon argent là-dedans, et s'il met son argent là-dedans, qu'il a un retour qui le rémunère sur cette prise de risque. Et en fait, avec un fonctionnement en marketplace comme ça, la communauté est très, très, très importante. Et du coup, nous, on a complètement conscience que si on ne se fédère pas à un moment donné, eh ben, on aura du mal à faire pencher la balance du bon côté. Et une manière d'illustrer ça, c'est que nous, dès le départ, on s'est dit, ce projet ne nous appartient pas que à nous, il appartient à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a permis à plein d'investisseurs de rentrer dans le capital de Mizen dès le début. Ok. Vous avez levé combien La logique. Pardon? Je ne sais pas si c'est confidentiel, mais vous avez levé combien jusqu'ici? On a levé un pré-seed de 700 000 euros auprès de 80 investisseurs. Et au départ, on avait un ticket qui était assez élevé. Du coup, on avait levé une première tranche. Et on a eu beaucoup de gens qui nous disaient, pour tout dire, autant être transparent, au début, on avait un ticket de 25 000 euros. Ouais. Et en fait, on avait beaucoup de personnes qui étaient super, super intéressées. Et quand on leur disait le montant minimum pour investir, ça les refroidissait un petit peu. Et puis, comme toute startup, on n'a pas forcément envie d'avoir beaucoup d'investisseurs tout de suite dans son capital parce que ça apporte des lourdeurs dans la gouvernance, etc. Mais on s'est dit en même temps, c'est dommage de ne pas permettre à des gens de pouvoir investir là-dedans. Donc, on a baissé le ticket assez drastiquement. On l'a mis à 5 000 euros. Et du coup, c'est comme ça qu'on a onboardé les 80 investisseurs. On l'a structuré d'une manière spéciale pour que ça n'ait pas d'impact dans la gouvernance. Mais pour nous, c'était vachement important parce que du coup, on a vraiment senti que c'était une thématique qui tenait à cœur à la communauté. On a aussi senti que, c'était pas la pratique d'ouvrir son capital. Les gens étaient très contents de pouvoir participer à une aventure entrepreneuriale qui soit en lien avec leurs valeurs et qui soit Sharia compliant. Et limite, certains nous disaient merci beaucoup de nous ouvrir le capital, alors que c'est nous qui devrions dire merci à eux d'investir, tu vois, dans notre projet. Et ça a été super fondateur parce que on sent qu'on a une équipe de minimum 80 personnes qui sont derrière nous, qui supportent le projet, qui en parlent autour d'eux, qui sont vraiment derrière nous. Et ça donne, ça responsabilise énormément et ça nous
même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile, en fait, on ne peut pas décevoir toutes ces personnes-là. Et du coup, on a décidé que toutes nos prochaines levées de fonds, on fera appel à la communauté et pour pouvoir tenir un maximum de temps avec uniquement les membres de la communauté. D'accord. Bah, c'est pas mal, ça commence déjà, en fait, c'est la première étape du crowdfunding un peu participatif où tout le monde participe au projet. Enfin, c'est ce que vous voulez faire dans le projet lui-même, vous l'avez fait pour vous-même. Donc, Exactement. c'est assez intéressant. Exactement. Et vous avez fait du coup qu'un pré-seed pour l'instant, vous en êtes au pré-seed. Ouais, on a fait uniquement un pré-seed. L'idée, c'était la manière dont on voulait utiliser cet argent, c'était mettre au point le produit et le lancer. Du coup, là, on est bientôt au lancement et on a de prévu d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, un autre tour de financement. Une fois qu'on aura des métriques, un historique et des données tangibles à montrer aux investisseurs. Ok, super. Bah, pour expliquer un petit peu, parce que peut-être tout le monde n'est pas forcément au courant de ce terme un peu scientifique, on va dire, un peu technique. Donc, pré-seed, c'est juste une étape de levée de fonds. Pour une entreprise, on a besoin de lever de fonds à différents moments de la construction de la société. Le pré-seed, c'est vraiment le tout début. C'est la première levée de fonds qui permet de construire le produit, vraiment juste de mettre au point le produit. Je ne sais même pas si c'est l'étape d'après où on doit prouver le product market fit, montrer que le produit marche ou pas. Pour vous, peut-être ce sera le cas ou pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment le début, la première levée de fonds, quoi. C'est un mot assez technique, mais assez savant, mais ça veut juste dire ça. Ouais, en fait, ça veut dire en français, c'est le capital d'amorçage. C'est vraiment pour lancer le projet. Souvent, ça se fait dans la chaîne de financement d'une startup. Il y a plusieurs étapes. Il y a le pré-seed, après il y a le seed. Souvent, ces deux étapes, on peut les confondre. C'est l'amorçage. Après, il y a ce qu'on appelle la série A, et puis ensuite série B, série C, série D, etc. Le seed et ou pré-seed, ils servent surtout à mettre au point le produit. Donc, souvent, c'est là qu'on présente soit un prototype très basique et pas forcément fonctionnel, et qu'on explique un petit peu le projet, l'ambition, l'équipe, comment est-ce qu'on veut y arriver, etc. Et souvent, les investisseurs parient sur l'idée et sur les fondateurs. Ils se disent, est-ce que l'idée me paraît intéressante? Est-ce qu'il y a un vrai besoin sur ce marché? Est-ce que le marché est suffisamment grand pour en faire une boîte viable? Et surtout, est-ce que l'équipe qui est derrière, elle est capable de relever ce challenge? Et puis généralement, si c'est des croix cochées à ces trois choses, on peut passer généralement on lève. Pas toujours, mais généralement c'est plutôt bon signe. Pour la série A, c'est plutôt c'est mieux d'avoir un product market fit. Product market fit, c'est la preuve que le produit qui a été construit répond à une réelle attente sur le marché et qu'il y a une vraie acquisition et adoption de la part de ce marché envers ce produit. Et du coup, c'est mieux d'avoir un product market fit qui est assez fort parce que, contrairement à l'étape précédente où une belle idée et une belle équipe peut aider à passer cette étape, là, il faut vraiment que les chiffres, que les métriques qui sont montrés aux investisseurs soient solides ou en tout cas qui laissent présager une perspective de croissance qui soit assez intéressante. D'accord. Ouais, merci beaucoup pour le petit cours rapide, la masterclass. J'aimerais parler maintenant du business model, ce qui vous permettra un peu d'être sustainable, d'être durable, de faire en sorte que le business tienne sur la durée, que vous puissiez payer les salaires au final, faire grossir la société. Donc, c'est quoi un peu le plan par rapport au business model? Parce que ça, c'est connu. Enfin, c'est connu pour ceux qui suivent un petit peu l'industrie des fintech, des néobanques, que l'un des problèmes des néobanques, c'est qu'ils ils galèrent un petit peu à trouver à faire en sorte que le business model soit viable, qu'ils aient suffisamment de revenus de pouvoir gagner de l'argent grâce à leur business model. Ouais, tout à fait. Et le business model, il est vraiment fondamental. Il y a je crois, plus de 400 néobanques dans le monde. Et il y en a très peu qui arrivent à l'équilibre. Il y en a beaucoup qui font appel à des méga levées de fonds. Mais quand je dis des méga, c'est plusieurs centaines de millions. Et nous, ce n'est pas du tout la route qu'on veut prendre. On ne veut pas être sous perfusion de capitaux ad vitam. Ce dont on a besoin, nous, notre objectif, c'est que dans 15 ans ou 20 ans,
n'importe quelle personne, si elle a un besoin de financement ou d'investissement éthique, elle puisse se dire, il y a au moins un Mizen qui puisse proposer ce service. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt la pérennité. Et du coup, pour la pérennité, pour nous, c'était vraiment important d'avoir un business model qui soit sain. Et un business model sain pour une boîte, c'est un business model qui génère des cash flows et qui génère des profits. Alors, tout le monde, on a eu beaucoup de gens, d'investisseurs qui nous ont dit, mais vous ne pouvez pas faire ça. Revolut et compagnie, ils ont tous des offres freemium. En fait, c'est ça le vrai problème des néobanques, c'est qu'elles offrent toutes une offre freemium que tout le monde prend, bien sûr. Mais seulement pour acquérir ce client, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, en fait, elles acquièrent beaucoup de clients sur lesquels elles ne font pas d'argent. Donc, elles sont obligées de faire de nouvelles levées de fonds, de nouvelles levées de fonds, de nouvelles levées de fonds. Et si elles n'atteignent pas le seuil de rentabilité, le jour où les fonds se tarissent, ça crée des faillites, etc. Et nous, on veut pas du tout être dans cette course-là. Donc, l'offre premium, juste pour expliquer, c'est en général, on a une carte qui est gratuite, une carte qui est payante et une carte des fois encore plus premium qui est encore plus chère. Donc, ils proposent des cartes gratuites. Donc, je pense que tout le monde a pu voir avec la carte Revolut, c'est gratuit, on ne paye rien. On paye peut-être juste les frais de port pour recevoir la carte. C'est tout, ouais. Et c'est exactement ça. Le freemium, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup de néobanques sont partis là-dessus. Sauf que ce que le commun des mortels ne sait pas, c'est que les services financiers, ça coûte cher. À chaque transaction que vous faites avec votre compte, ça coûte de l'argent. Et nous, on s'est dit, on ne voulait pas être influencé par ce qui se faisait. On s'est dit, partons d'une feuille blanche. Qu'est-ce que nous demandent nos clients? Ils nous demandent deux choses. Premièrement, que notre produit soit halal. Sinon, il n'y a aucun intérêt à venir chez nous. Et deuxièmement, que leur argent soit en sécurité. Parce que sinon, personne n'a envie de mettre son argent à risque. Et du coup, pour ces deux aspects-là, ça demande énormément d'investissement de notre part. Parce que la sécurité, c'est quelque chose que l'on tient très à cœur. Et ça passe par un système d'information, un système de paiement qui est ultra sécurisé. Et ça, malheureusement, les gens ne le voient pas parce que ça coûte énormément d'argent. Et nous, on s'est dit, s'il y a ce niveau d'exigence, on ne peut pas proposer ce niveau d'exigence de manière gratuite parce que ce serait mettre tout le projet à risque. Et on s'est dit, qu'est-ce qui est le plus juste, c'est que chacun puisse payer pour justement le service qui est rendu en face. Et donc, nous, on a complètement écarté le freemium. On s'est dit, non, on ne fera pas de freemium. Il y a des gens qui ont été mécontents. Des gens qui nous ont... Moi, par exemple, j'ai une très bonne amie à moi qui m'a dit, mais combien est-ce que tu feras ton offre? Je fais, écoute, il n'y aura pas d'offre. Au départ, on aura deux offres. Une offre avec un abonnement qui est à 6,99 avec beaucoup de choses qui sont comprises dedans, des transactions, etc. Et une offre plutôt en pay as you go, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement, mais par contre, toutes les transactions que vous faites, vous les payez. C'est-à-dire, vous faites un virement. Imaginons que ce virement coûte 5 centimes. Et vous allez payer 5 centimes pour pouvoir effectuer ce virement. Mais peut-être que si vous ne faites pas beaucoup d'opérations dans le mois, peut-être que votre compte vous coûtera peut-être 2 euros. Donc, c'est pas grand-chose. Et nous, on a vraiment pris ce parti-là. Et je me rappelle, cet ami me disait, oui, mais attends, si ce n'est pas gratuit, moi, je préfère rester chez Revolut. Et ma réponse était, écoute, si tu n'es pas prête à payer pour une solution alternative, c'est qu'en vérité, tu ne fais pas partie de mes clients. C'est que le problème qui est adressé, il n'est pas suffisamment important pour toi pour pouvoir payer. Et l'analogie que je prends souvent, c'est imaginons, on va au restaurant, on a le choix entre un steak de porc qui est à 2 euros et un steak halal qui est à 20 euros. En fait, il n'y a pas de débat. Moi, je m'orienterai toujours vers le steak halal parce qu'il y en a un qui est permis et l'autre qui ne l'est pas. En fait, on n'arrive pas à avoir ce fonctionnement avec les services financiers parce qu'on ne sait pas encore à quel point c'est impliquant. Et du coup, pour moi, c'est la même chose. Ce que j'ai dit à mon ami, je dis, écoute, si tu n'es pas prête à payer un kebab par mois pour avoir un compte halal, c'est que ce n'est pas un problème suffisamment important pour toi. Mais il y a des personnes pour qui c'est important et c'est vraiment ces personnes-là que j'ai envie d'adresser. Donc, peut-être qu'on ne touchera pas 100% des musulmans, peut-être qu'on en touchera beaucoup moins. Mais en tout cas, les personnes que l'on touchera avec cette offre, c'est vraiment des gens qui ont ce problème à cœur et c'est des gens pour qui la gestion de leurs finances est assez problématique actuellement. Moi, j'ai rencontré des personnes, ils reçoivent leur argent, leur salaire,
dès le jour où ils reçoivent leur salaire, ils enlèvent tout l'argent, ils laissent juste les prélèvements obligatoires, téléphone, etc., peut-être loyer. Puis après, ils fonctionnent en cash tout le mois parce qu'ils n'ont aucune confiance en leur banque. Et pour eux, parfois c'est pour d'autres raisons. Hein. Alors, ceux pour qui c'est pour d'autres raisons, je ne les ai pas rencontrés. Moi, j'ai rencontré ceux qui le faisaient vraiment pour ces raisons-là. J'étais le premier étonné, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez problématique. Donc, nous, il n'y a pas de freemium. Ouais. Donc, les gens payent un abonnement, ce qui fait que normalement, on devrait générer pas grand-chose, mais une certaine marge. Et donc, ça, c'est vraiment pour notre premier produit qui est le compte et la carte de paiement. Ensuite, comme je t'ai dit, on va aller sur du financement. On est même actuellement en train de mettre au point notre premier produit de financement. Et là, ça fonctionnera un peu sous forme de commission sur les montants qui sont financés et investis. D'accord. Un peu à l'instar des plateformes de crowdfunding. Ouais. Donc ça rajoutera des revenus supplémentaires. Et plus on développera de produits et plus on pourra générer de flux de revenus. Ouais. Après, une fois je pense que le plus dur, c'est de créer cette communauté, d'avoir un maximum d'utilisateurs. Une fois que vous avez des utilisateurs, je pense que ce n'est pas les idées qui manquent derrière pour développer les produits. Exactement. Ouais. Tu as mis le doigt dessus, vu qu'on est vraiment sur un modèle participatif. On a typiquement les problématiques de toute marketplace. Une marketplace, ça peut être une plateforme de financement participatif, ça peut être Amazon, ça peut être eBay, peu importe. Et en fait, dans ce genre de business, on a toujours la problématique de l'œuf et de la poule. Est-ce qu'il faut avoir, dans notre cas, par exemple, des produits d'investissement ou des clients d'abord pour pouvoir créer quelque chose qui soit rentable? Et nous, on pense qu'il faut d'abord avoir les clients et à partir du moment où on a cette communauté, on pourra construire dessus des choses qui seront très, très intéressantes et innovantes. Et on part vraiment sur le contre-pied qu'on fait avec les néobanques qui font tous du freemium et nous, on a décidé que non. On prend aussi ce contre-pied sur tous les produits qu'on développe. Il y a une manière que l'industrie de la finance islamique s'est développée d'une certaine manière et puis tout le monde a développé un peu les mêmes produits. Nous, on veut vraiment aller sur s'inspirer des nouvelles technologies, savoir ce que nous permettent ces nouvelles technologies et essayer de répondre à un besoin, même si la manière est complètement inattendue et peu commune. Ok. Écoute, je pourrais te poser plein de questions. J'ai encore plein de questions à te poser, je te jure. Et tu m'as dit que tu avais Jumra dans pas très longtemps, dans une dizaine de minutes, donc faut pas que je t'empêche d'arriver à l'heure. On va essayer de te poser quelques questions et essayer de ne pas prendre trop de temps pour y répondre, juste des questions dans peut-être une minute. Mais bon, c'est des questions qui pourraient prendre plus de temps. Mais voilà, on va essayer pour respecter ton temps, on va essayer de faire ça vite. Une chose qui sort un peu du lot par rapport à ton projet, par rapport aux autres projets de néobanque, ou d'autres projets de la communauté, c'est que tu proposes ouvertement un produit axé vers la communauté. Et pour un outil financier, ce n'est pas tout le monde qui assume de le faire aussi ouvertement. En tout cas, parfois, c'est entre les lignes, il faut chercher un peu et puis on ne fait pas forcément beaucoup de pubs, même sur les réseaux sociaux, tu n'hésites pas à en parler. C'est un choix, c'est un parti pris que tu as décidé. Si tu n'as pas un peu cette peur d'avoir des problèmes derrière, parce que j'ai vu parler à d'autres acteurs dans la finance islamique qui ont eu derrière beaucoup de problèmes à cause de ça. C'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Alors moi, mon point de vue, c'est il n'y a aucune communauté dans le monde qui a honte de qui elle est, sauf les musulmans et particulièrement les musulmans en France. C'est-à-dire que moi, j'ai des potes qui peuvent être juifs, athées, chrétiens, bouddhistes, hindous. Il n'y en a aucun qui a honte de sa religion. En revanche, dans la communauté, on essaie toujours de la cacher parce qu'on a peur que ça nous crée du tort. Et moi, quand j'ai commencé à parler de Mizen, je pense que tous les acteurs que tu nommes, j'ai discuté avec eux et beaucoup m'ont dit mais Hicham, tu devrais plutôt dire éthique. Franchement, ça va t'attirer des problèmes. Ça ne sert à rien. Les gens reconnaîtront quand même que c'est islamique, mais ça ne sert à rien de communiquer de la sorte. Moi, je me suis dit non, il n'y a aucune communauté qui a honte. Donc, moi, je n'aurais pas honte. Ce n'est pas parce que dans la bouche de certains politiques, le mot islamique est forcément péjoratif. Pour moi, le mot islamique, il est très beau, il est noble. Et en plus, je suis fier de faire quelque chose dans ce sens-là. Donc, non, on ne va pas se cacher. Et en plus, et ce que je me suis dit, c'est que si jamais j'essayais de cacher ce côté islamique, en fait, finalement, je donnerais raison à toutes ces personnes parce qu'ils pourraient dire, voilà, ils n'en parlent pas ouvertement, c'est qu'il y a forcément anguille sous roche.
Donc, nous, on a pris le parti dès le début d'en parler. Ça n'a pas mis tout le monde à l'aise. Je peux te dire qu'il y a eu pas mal d'investisseurs qui étaient très chauds, enfin, qui étaient quand même assez dubitatifs. Et c'était surtout pour avoir l'agrément auprès de la CPR. Ils nous ont dit, mais j'espère que le dossier d'agrément, tu l'as quand même bien tourné. Je fais, bah non. J'ai dit qu'on targetait les musulmans de France. Même dans mes personas, j'ai fait des personas très liés à leur religion. Il y a la personne qui est très croyante, il y a machin, etc. Et je me suis dit, mais non, j'ai pas de raison d'avoir honte de ça. Et puis en fait, c'est passé comme une lettre à la poste. Et ça, c'est une petite victoire pour nous parce que ça montre que tu peux le faire, tu peux assumer et que c'est pas forcément quelque chose de mal. Et ça, j'apparente ça justement aux petites barrières mentales que l'on a ancrées chez nous. C'est normal, hein. Moi, j'ai grandi avec les parents qui me disaient, fais attention, n'en fais pas de bruit, il ne faut pas que tu te fasses remarquer, etc. Et on a un peu encore cette attitude dans la communauté musulmane où on ne veut pas se faire remarquer. Et moi, j'apparente ça aussi à d'autres histoires. Je vais essayer de faire très bref. Je discutais avec un frère l'année passée. Et il me disait, enfin, il avait fait une petite période au Canada. Il m'a dit, au Canada, ça m'a complètement transformé parce que mon employeur, il faisait un post-doc là-bas. Il m'a dit, mon employeur m'a dit, mais t'es musulman, si tu veux, on peut te réserver une petite salle pour prier, etc., etc. Et il m'a dit, mais en fait, c'était tellement agréable et les gens prenaient tellement en considération ma personne que quand je suis revenu en France, il est revenu sur Lyon, il m'a dit, j'ai passé des entretiens et puis tout de suite, j'ai annoncé la couleur. J'ai fait, moi, il faut que je fasse mes prières à l'heure. Donc, j'ai besoin d'une salle. Et en fait, il a les compétences. Puis l'employeur a dit, bah ouais, ok, pas de problème. Bien sûr, on trouvera forcément une petite salle. Et en fait, il n'aurait jamais osé le faire s'il n'avait pas eu ce passage, cette expérience au Canada. Et en fait, c'est parfois, on s'impose des choses, on s'inflige des choses, mais c'est nous qui nous les infligeons. Peut-être que la société est beaucoup plus tolérante que ça. J'ai d'autres exemples, par exemple, de sœurs qui ont beaucoup hésité à mettre le hijab parce qu'elles avaient peur pour leur carrière, etc. Et en fait, à partir du moment où elles ont osé, ça a été très bien accepté par l'employeur et ça leur a facilité la vie, mais d'une manière… Enfin, nous, quand on est… ce que j'aime bien dire, c'est que quand on est musulman, enfin, le résultat, il n'est pas dans nos mains. Que je fasse, que j'ai telle posture ou telle autre posture, c'est pas moi qui décide. C'est Dieu, c'est Allah qui est au-dessus de nous, qui fera que les choses se feront ou pas du tout. Donc moi, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, en tant que n'importe quoi, je suis juste un médecin, c'est-à-dire que j'ai une obligation de moyens, le résultat, il n'est pas dans mes mains. Donc, je fais ce que je pense qui est juste et qui est utile pour mon projet. Et dans ce cas d'espèce, c'était… je ne veux pas me cacher, je suis fier d'être musulman, je suis très content d'être musulman, alhamdoulilah que je sois musulman. Et je veux surtout que les personnes à qui on s'adresse, elles se reconnaissent tout de suite. Elles n'aient pas à chercher est-ce que c'est halal, pas halal, etc. C'est pour ça que nous, dès qu'on sera lancé, la fatwa qui certifie notre néobanque, elle sera disponible sur le site et on ne se cachera jamais de faire quelque chose de halal. Et même si le produit s'adresse à tout le monde, enfin n'importe qui de n'importe quelle confession peut devenir client chez nous. Moi, le problème que je veux aussi, moi, vraiment, mon problème, c'est surtout de résoudre le problème que rencontrent les musulmans, parce que c'est vraiment eux qui rencontrent des problèmes financiers actuellement en Europe. Super. Donc voilà, c'était long. J'arrive pas à faire court, je suis désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Écoute, je sais pas comment on va faire pour terminer, mais je vais essayer de continuer. Tu me diras quand tu peux plus, on s'arrêtera et puis c'est tout. Une question qui se pose souvent, c'est forcément pour créer une néobanque, on doit forcément travailler avec une banque. Moi, j'ai la réponse, mais je peux te poser quand même la question pour les gens qui sont intéressés. Pourquoi, même en travaillant avec une banque conventionnelle, parce que c'est nécessaire pour cantonner l'argent, ça rend pas le produit, ça rend pas de l'EBA caché derrière ou le produit haram, quoi que ce soit. Ça dépend comment est-ce qu'on travaille avec cette banque. Nous, vraiment, la banque, de la manière dont tu l'utilises, on l'utilise comme un coffre-fort. C'est-à-dire qu'on place l'argent des clients et puis quand le client décide de faire tel paiement, telle chose, l'argent bouge et est utilisé de cette manière. Mais le fait que ce soit cantonné, c'est vraiment quelque chose qui était indispensable pour notre Sharia board. Il faut vraiment que la banque ne puisse pas y accéder et que même nous, Mizen, nous ne puissions pas y accéder. Donc, en fait, tout dépend de la manière dont on utilise cette banque. Et bien évidemment que s'il y avait des banques islamiques en France, notre custodian, c'est une banque dépositaire, on aurait choisi une banque islamique. Mais le fait est
on n'a pas vraiment le choix actuellement. Et du coup, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Même si le fait de prendre une banque islamique, ça n'apportera pas forcément plus de garantie sur la licéité de notre produit qu'une banque conventionnelle. Donc, le modèle veut ça et on l'utilise de cette manière-là. Et il y a justement un tiers, donc qui est notre Sharia Board, qui vérifie tous les termes du contrat et qui certifie que ce setup, enfin cette structure est Sharia compliant. C'est pour ça que c'est aussi très important d'avoir un Sharia Board à côté. Oui, d'accord. Écoute, je voulais te remercier. Je vais finir rapidement par 2-3 petites questions vraiment très rapides. Avant ça, je voulais juste te remercier parce que vraiment, je pense que le projet que vous faites, c'est un projet qui est vraiment utile. Les gens ne se rendent parfois pas compte en fait c'est le même niveau quasiment que le halal, la viande halal et la viande non halal. C'est l'argent halal et l'argent non halal. C'est le même niveau. Et on s'est trop habitué en fait, surtout ceux qui ont quand on a grandi en France, tout ça, c'est trop habitué en fait. Je pense que un des problèmes que vous avez, c'est que les gens sont tellement habitués à utiliser les banques classiques parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions, qu'ils ne se rendent même pas compte qu'en fait, on baigne dans le haram et qu'en fait, on utilise les banques simplement juste par nécessité. C'est comme les assurances, c'est à peu près le même principe, c'est par nécessité. Mais que s'il y avait d'autres produits, en fait, les banques seraient haram pour nous les musulmans parce qu'on ne peut pas se permettre d'investir que notre argent soit utilisé à mauvais escient. C'est comme si nous, on investissait, en fait, on ne se permettrait pas d'investir nous-mêmes dans une société qui vend de l'alcool ou du porc ou autre industrie illicite. Mais en fait, c'est ce qu'on fait implicitement en utilisant ces banques. Certes, on a l'autorisation, j'imagine, de grands savants parce qu'on n'a pas forcément le choix, je pense, parce que sinon on serait dans de beaux draps. Mais la solution que vous proposez permettra à beaucoup de musulmans d'éviter le haram, en tout cas pour une grande partie de leurs transactions, ce qui n'est pas rien. Et je pense que ce sera une énorme avancée en fait, que beaucoup d'entre nous ne se rendent même pas compte. Et s'il y a des auditeurs qui ne sont pas forcément au courant, qui découvrent en écoutant ce podcast que certaines choses, que en fait, les banques, même quand on utilise un compte courant normal, même sans utiliser de livret A ou quoi que ce soit, l'argent, en fait, il est utilisé derrière. Faites vos recherches, renseignez-vous, instruisez-vous. Et puis, vous apprendrez par vous-même. En tout cas, je voulais juste vous remercier pour le projet que vous faites. Je sais que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ce n'est pas facile, surtout dans l'industrie de la finance, comme tu l'as dit. Et qu'Allah vous facilite vraiment. Qu'Allah vous facilite. Amen. Amen. Alhamdulillah, tu disais, tu comparais avec la viande halal, et c'est une bonne analogie. Et je dirais que c'est même pire. En fait, le riba, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que c'est beaucoup plus impliquant. C'est l'un des rares péchés, si ce n'est pas le seul, qui nous vaut une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son messager. C'est écrit dans le Coran. Il y a aussi un hadith qui est très connu, sur lequel, est maudit celui qui mange du riba, donc celui qui mange l'intérêt, celui qui le verse, celui qui le facilite, donc la personne qui structure la transaction, et celui qui l'atteste, donc même la personne qui signe le contrat, le banquier qui signe le contrat. Et tout ça pour dire que moi, j'étais dans ces 4 cas de figure en banque. Et j'octroyais des millions de francs suisses de prêts tous les jours. Donc, je baignais vraiment là-dedans. Et pourtant, et le jour où j'ai pris connaissance, j'ai appris ce hadith, c'est vraiment, ça a été une révélation. Et je me suis dit, mais je ne peux plus continuer de la sorte. Et je me suis dit, mais en fait, il y a tous mes frères et sœurs en Europe qui sont tous dans la même situation parce que personne ne se rend compte que c'est aussi grave que ça. Et du coup, pour nous, c'était vraiment important d'adresser ce problème. Et pourquoi on a commencé par le compte? Parce que on veut vraiment avoir le maximum d'impact. On commence par la petite porte. Moi, on sait que cette petite porte, elle nous permet de toucher un maximum de personnes et ensuite de construire par-dessus. Bien évidemment, c'est pas facile, mais c'est hyper stimulant, hyper intéressant. Et puis, on se sent vraiment, on se sent au service de la communauté. Donc, alhamdoulilah, nous, en tout cas, on est très content qu'Allah nous ait mis sur cette voie. Et puis, on essaie juste de pouvoir faire au mieux. On n'a aucune garantie que ça réussira ou qu'on sera une licorne, une super grosse boîte. Mais ce qu'on veut, notre objectif final, c'est que peut-être, non, un rhinocéros, c'est beaucoup plus gros qu'une licorne. Mais vraiment, notre objectif, c'est les générations futures. On a du talent dans la communauté.
on a des personnes qui sont diplômées, qui ont des belles expériences. Enfin, on peut construire ce type de projet. Et ce qu'on veut surtout, c'est éviter que les générations futures fassent face aux mêmes difficultés que nous. Eux, ils devraient avoir plus de facilité. S'ils n'ont pas plus de facilité, c'est qu'on a failli un petit peu à notre mission. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a vraiment lancé le projet. Hicham, barakallahu fik, juste une routine, une recommandation de livre. Une routine dans quel sens? Pro, perso? Pro ou perso qui t'aide à progresser, que tu t'enlèverais pas, que tu sens qui t'aide, quoi, que tu voudrais partager. Alors, il y a ce qui a été une routine. Je vais essayer de sortir un petit peu du contexte un peu religieux, parce qu'il y a plein de routines qui aident énormément, mais j'imagine que ton audience la connaît bien. Mais une routine que j'ai mis du temps à mettre en place, j'ai jamais été très sportif et j'ai jamais eu le temps. Puis j'avais, pas plus intéressé que ça par le sport. Mais en étant entrepreneur, le fait de m'être mis au sport, ça a tout changé. C'est une soupape de sécurité. Ça me permet d'avoir les idées beaucoup plus claires toute la journée. Ça me permet de réfléchir à des problématiques. Je cours l'été, mais sinon, je fais plutôt de la muscu, du fitness, tout ce qui me motive. Et ça fait, la natation, c'est un petit peu l'été, etc. Et ça fait une vraie différence dans ma capacité à aborder ma journée de travail, à être moins en stress, à avoir les idées plus claires. Et ça, c'est vraiment... Et puis après, d'un point de vue personnel, tu vois plein de bienfaits, tu as beaucoup moins mal au dos, tu es en meilleure forme, etc. Tu fais beaucoup plus de choses. Et ça, c'est une routine que je regrette ne pas avoir mis en place bien longtemps, depuis longtemps. Quoi. C'est mieux tard que jamais. Une recommandation de livre. Une recommandation de livre. Tous les livres que je lis, c'est tout le temps des livres business, donc c'est pas super intéressant. Je pense qu'il y a un des livres, mais je l'ai lu il y a très 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 longtemps. C'est une série de livres qui m'a beaucoup marqué. C'était la série de Dune. Je sais pas si tu connais. C'est le film de Frank Herbert. C'est le film. Ouais, ils en ont fait un film. Là, ils ont fait un nouveau film il y a pas longtemps que j'ai regardé. Puis il y avait un ancien film aussi parce que c'est une série qui est très 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 vieille. Et ça, c'était je l'avais lu, je pense que j'avais 20 ans. J'avais lu je crois qu'il y a 5 ou 6 livres. Et c'est un livre qui m'avait énormément marqué parce que à l'époque, parce qu'il adresse pas mal de problématiques sur les modèles de société, sur la religion, sur l'évolution, sur l'impact des efforts que tu peux faire aujourd'hui sur des générations futures, etc. Et à l'époque, ça m'avait donné, c'est un truc de science-fiction, mais ça m'avait donné une perspective nouvelle sur ce que je devais faire. Et souvent, on est assez court-termiste dans notre vision des choses. Et ce bouquin, ces bouquins m'avaient permis d'être un petit peu plus long-termiste à l'époque. Donc, j'avais bien aimé, j'avais beaucoup aimé. Je pense que c'est vraiment la série que j'ai préférée. Je te mettrai en description, Inch'Allah. Comment te suivre si un auditeur veut suivre ton travail, se préinscrire? Je pense qu'ils peuvent se préinscrire là à l'heure actuelle, bientôt s'inscrire, Inch'Allah, pour recevoir une carte. Exactement. Déjà se préinscrire et puis lorsqu'on lance, on informera tout le monde. Et puis sinon, je suis de moins en moins présent sur les réseaux, mais le seul sur lesquels je fais 2-3 sorties de temps en temps, c'est LinkedIn. Ok, très bien. Écoute, barakallah fik, Hicham. On parlera peut-être plus tard de mettre un code de discount, Inch'Allah. Avec grand plaisir, ouais. Okay. On pourrait faire ça pour les auditeurs. Pour les auditeurs et auditrices. Je pense que ça les intéresserait. Ouais. Avec grand plaisir. En tout cas, barakallah fik. Merci beaucoup, Hicham. On se tient au courant. Merci à toi. Bon courage pour la suite et pour Jumu'ah. Ouais, toi aussi. Et puis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Ouais, comme salam. Ouais, comme salam. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.